Si l'on regarde cette bougie, il est difficile de dire depuis quand elle brûle. En fait, on ne sait à quel moment elle a été allumée. On ne sait pas non plus quelle était sa taille au départ. Si elle se consumait régulièrement, si on l'a éteinte et rallumée. C'est donc pour cette raison que l'on ne peut pas dire en l'observant maintenant depuis combien de temps elle brûle. Nous pouvons comparer la Terre et le système solaire à une bougie. Nous ne connaissons pas l'âge de la Terre, ni quand elle a commencé à se consumer. Nous ne savons pas si le taux de consommation, c'est-à-dire le taux de vieillissement, a été constant. Et comme nous ne savons pas ces choses, personne n'en a été témoin pour nous le raconter, il est très difficile de trouver une méthode qui donnera véritablement et correctement l'âge de la Terre. C'est pour cela que nous voulons regarder avec vous les différentes méthodes qui ont été utilisées pour dater la Terre et le système solaire, ainsi que les objections que l'on peut y faire. Nous voulons aussi voir si ces objections peuvent être réfutées. Voici un paysage typiquement hollandais. Une petite ville pittoresque sur le bord du Rhin, et comme partout au monde, mais plus particulièrement en Hollande, pays à très forte densité de population, il faut construire de nouveaux logements. C'est alors que nous avons découvert quelque chose en creusant les fondations. Nous découvrons de vieux objets. Ceux-ci sont ramassés avec soin, et la première question qui se pose est la suivante. Quel âge ont ces objets? Avons-nous découvert un ancien camp romain ou encore un village médiéval? Quel âge ont ces morceaux de bois? C'est le laboratoire spécialisé pour la datation à l'université de Groningen qui s'occupera de cela. Ils utiliseront d'ailleurs la méthode de datation au carbone 14, aussi appelée méthode au radiocarbone. Prix Nobel et inventeur de ce procédé, le professeur Willard Libby, qui est évolutionniste, nous explique cette méthode. Les rayons cosmiques introduisent du radiocarbone dans la nourriture que nous mangeons. C'est ainsi que nous devenons radioactifs par le radiocarbone. Tant que nous vivons et mangeons, nous maintenons constant le taux de radioactivité en nous. Mais lorsque nous mourrons, nous ne mangerons plus et nos corps commencent à perdre le radiocarbone à raison de la moitié tous les 5730 ans. Donc, en mesurant la quantité de radiocarbone de votre corps mort, on peut dire depuis quand il est mort. C'est cela, la méthode de datation au radiocarbone. Cela est vrai non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour tout ce qui est vivant. Regardez par exemple ces belles gazelles. Aussi longtemps qu'elles vivent, le carbone 14 et le carbone 12 entrent et sortent de leur corps. Le taux de carbone 14 et le carbone 12 à l'intérieur et à l'extérieur de leur corps est le même. Mais lorsque l'animal meurt, il s'arrête de manger. Et alors il se produit quelque chose. Pendant très longtemps et graduellement, le carbone 14 se décompose, se transforme en azote-nitrogène et quitte le corps. Après 5730 années, il ne reste que la moitié du carbone 14 d'origine. C'est pour cela que nous disons qu'une demi-vie de carbone 14 est égale à 5730 années. Voici comment cela se passe au niveau technique. Après avoir nettoyé soigneusement l'échantillon, on le met dans un four à quartz à haute intensité, qui peut atteindre de très hautes températures. Là, le bois est complètement brûlé, afin d'en isoler les gaz. Parmi ces gaz, bien sûr, il y a le carbone 14. Après la combustion, donc, les gaz sont filtrés par un système compliqué de tubes et de liquides
afin de séparer le dioxyde de carbone des autres gaz. Ce gaz, ainsi purifié, est ensuite mis à part et examiné par un compteur Geiger. C'est là que les particules radioactives carbone 14 sont comptées. Ensuite, un ordinateur calcule l'âge de l'échantillon. Au fait, notre échantillon en question s'est révélé provenir d'un ancien camp romain de 200 ans avant Jésus-Christ. Partout dans le monde, les archéologues ont utilisé le carbone 14 afin de déterminer l'âge approximatif de leur découverte. Le carbone 14 est une méthode très pratique pour les travaux archéologiques, surtout si les restes ne sont pas très anciens. L'expérience a montré que la méthode du carbone 14 est loin d'être parfaite. Il y a des variables très importantes qui ne sont pas encore compréhensibles. Malheureusement, cette méthode donne quelquefois des résultats inexacts. Des savants ont fait l'expérience sur un coquillage vivant, et les résultats ont indiqué que ce coquillage était mort depuis 3000 ans. La même méthode appliquée sur des carcasses de phoques desséchées depuis 30 ans ont indiqué un âge de 4600 ans. Même des carcasses de phoques qui venaient de mourir ont indiqué un âge de 1300 ans. Contrairement à une supposition communément acceptée sur la méthode de datation au carbone 14, les plantes n'absorbent pas toutes le carbone 14 de la même manière. Une étude récente a montré que certaines plantes possédaient un mécanisme interne jusqu'alors inconnu, qui rejette les atomes radioactifs de carbone, mais qui absorbe les atomes normaux de carbone. Ainsi, à leur mort, ces plantes et les animaux qui les mangent ont un taux anormalement bas de carbone 14. Lorsque ces restes sont datés, ils donnent donc la fausse impression d'être très anciens. Malheureusement, l'expérience prouve que cette méthode n'est pas totalement fiable, mais qu'elle ne semble fonctionner que pour les restes d'êtres vivants qui sont morts au cours des quelques derniers milliers d'années, comme cette ancienne statue de bois faite avec une branche d'arbre. Quelle méthode les évolutionnistes utilisent-ils pour essayer de dater les minéraux et pierres qu'ils supposent avoir des millions ou même des milliards d'années? Qu'en est-il de ces magnifiques montagnes suisses et de leur formation? Mis à part la méthode de datation au carbone 14, il existe bien sûr d'autres méthodes de datation par la radioactivité. On peut utiliser la méthode du carbone 14 qui se décompose en du nitrogène 14. On peut utiliser la méthode du potassium-argon où le potassium se décompose en argon. Et on peut aussi utiliser la méthode à l'uranium-plomb. Ce sont là les trois méthodes principales de datation radioactive. Afin de dater les objets avec la méthode du carbone 14, il vous faut avoir des objets qui ont été vivants dans le passé, comme du bois et des os. Les trois autres méthodes dont le professeur a parlé utilisent des matériaux inorganiques et inertes, comme des rochers et des pierres volcaniques. Le principe de datation reste le même, il se produit une sorte de décomposition. En mesurant la proportion de matériaux radioactifs restants et la quantité de matériaux décomposés, on peut essayer de dater un échantillon. Prenez par exemple ce morceau de rocher. Dans certaines pierres, on trouve de l'uranium. Comme vous le savez, l'uranium est radioactif, comme le carbone 14. Mais il se décompose beaucoup plus lentement. L'uranium de cette pierre se décompose en plomb et en autres éléments. Cela demanderait environ 4,5 milliards d'années pour que la quantité d'origine d'uranium se réduise de moitié. Pendant que ces procédés chimiques compliqués se produisent, de l'hélium se forme. L'hélium est aussi un élément intéressant, mais nous y reviendrons plus tard. Regardons maintenant un procédé qui n'est pas scientifique, l'expérience du réservoir d'eau. Bien que ce procédé ne soit pas particulièrement scientifique, il est quand même très intéressant car il met en évidence les trois procédés de base de toutes les méthodes de datation radioactive. L'eau s'écoule d'un réservoir à l'autre à une certaine vitesse. On penserait qu'en mesurant le niveau d'eau dans chacun des réservoirs,
et en comparant, on pourrait déterminer exactement depuis quand l'eau coule, tout particulièrement si on connaît la vitesse d'écoulement de l'eau. Cela semble logique, et à première vue, personne ne pourrait faire d'objection sur le résultat de votre expérience. Pourtant, lorsque vous faites cela, vous faites en même temps 3 suppositions. Peut-être avez-vous pensé qu'au début de l'expérience, le second réservoir était vide. Mais il ne l'était pas, comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne la vitesse, vous aviez peut-être pensé que pendant toute la durée de l'expérience, la vitesse était constante. Mais ce n'était pas le cas, comme vous allez le voir. En fait, vous avez agi ainsi parce que vous n'avez pas tenu compte de facteurs extérieurs. Mais que s'est-il passé en fait? Pendant que vous n'étiez pas là, une espèce de touche-à-tout s'est introduit dans le laboratoire et a fait 2 choses très importantes. Il a changé la vitesse d'écoulement et ajouté un seau d'eau entier. Et oui, comme vous n'étiez pas au courant de ces changements, tous vos précieux calculs sont faux. La vitesse présente d'écoulement est plus lente que vous ne le pensiez. Le second réservoir était déjà à moitié plein et ce touche-à-tout a non seulement changé la vitesse d'écoulement, mais a aussi ajouté un seau d'eau. Ces méthodes basées sur la radioactivité présentent 3 faiblesses principales. Tout d'abord, on ne sait jamais quelle quantité de substances radioactives existait au départ. Et, comme vous l'avez vu avec l'expérience des réservoirs d'eau, à moins de connaître la quantité au départ, vous ne pouvez pas en théorie calculer depuis quand le processus a commencé, et donc, pour un échantillon quelconque, calculer son âge. C'est la première difficulté rencontrée dans toutes ces méthodes. La deuxième difficulté est, comme vous l'avez aussi vu, lors des expériences des réservoirs d'eau, que les taux de décomposition, les taux de dégradation radioactive doivent demeurer constants. S'ils changent, alors bien sûr, vous ne pouvez pas du tout dater votre échantillon. Nous avons des preuves claires que le taux de dégradation radioactive peut varier. Maintenant, il n'y a aucune garantie que le taux de dégradation radioactive ait toujours été constant. De nombreux isotopes radioactifs ont montré des variations dans leur taux de dégradation. Le docteur Robert Gentry de la Commission pour l'énergie atomique des laboratoires d'Oak Ridge a prouvé récemment que le taux de dégradation radioactive avait aussi varié dans le passé. La dégradation radioactive qui a lieu dans les minéraux cristallisés fait apparaître de minuscules cercles concentriques de décoloration appelés halos de radiation. Des variations dans les diamètres de ces cercles indiquent clairement que les taux de dégradation ont changé dans le passé. Si nous n'avons pas un taux de dégradation absolument constant, nous ne pouvons pas faire confiance à la datation par la radioactivité. Alors, la troisième difficulté de la méthode est la suivante. La concentration des différentes parties du système radioactif doit demeurer constante pendant toute l'expérience. Si vous ajoutez du carbone 14 pendant l'expérience, l'échantillon apparaîtra beaucoup plus jeune que si vous en enlevez. Tous ces éléments tendent à prouver que ces méthodes de datation radioactive ne sont pas fiables. Mais il existe d'autres méthodes de datation qui ne dépendent pas de la décomposition radioactive. Nous avons déjà vu que pendant le processus de décomposition qui transforme l'uranium en plomb, de l'hélium s'échappe dans l'atmosphère. Le docteur Melvin Cook de Salt Lake City, nominé pour le prix Nobel, étudie ce gaz, l'hélium. L'hélium est quelque chose de très intéressant. Il est présent dans l'atmosphère à la quantité de 1 million de milliards de grammes. Cependant, cette quantité est faible si on la compare à la quantité qui serait dans l'atmosphère si tout l'hélium qui est généré dans la Terre et qui sort de l'écorce terrestre devait s'accumuler dans l'atmosphère et si la Terre était aussi âgée que les évolutionnistes le disent. Les évolutionnistes prétendent que la Terre a 4,5 milliards d'années. Or,
Il n'est pas possible à l'hélium de s'échapper de l'atmosphère de la Terre. Il est aussi prouvé que le Soleil fait entrer encore plus d'hélium dans notre atmosphère. Ainsi, si la Terre avait réellement 4,5 milliards d'années, notre atmosphère serait saturée d'hélium. Ce qui n'est pas le cas. La quantité d'hélium que nous mesurons ne représente qu'une fraction de ce que les évolutionnistes pensaient qu'il y aurait. La question que nous posons est la suivante. Où est l'hélium? Si la Terre avait des milliards d'années d'existence, alors, comme je l'ai dit, l'hélium aurait saturé l'atmosphère 1 million de fois plus que ce que nous avons aujourd'hui. En fait, nous avons étudié cette question. On avait l'habitude de dire, voyons, la Terre est vieille et l'hélium sort de l'atmosphère. Il sort simplement. On a appelé ça une exosphère. On a dit que l'hélium, en fait, sort tout simplement de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'un physicien chimiste étudie ceci, on peut dire qu'il a autorité en la matière. Il peut dire si cela est vrai ou non. J'ai examiné aussi ce phénomène vers 1955. Là, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune chance pour que l'hélium puisse quitter l'atmosphère. Aussi ai-je posé la question, où est donc cet hélium radiogénique? La réponse semble être que la Terre n'est pas si vieille que ça. Selon les calculs du Dr Cook, l'âge de la Terre se situe en fait entre 10 et 15 000 ans. Pendant des siècles, des navires ont cherché leur chemin sur des océans qui semblaient sans fin. Pendant les quelques dernières centaines d'années, ils ont utilisé un instrument bien connu pour se diriger, la boussole. L'aiguille de la boussole indique toujours le nord magnétique. Cela parce qu'il existe un champ magnétique tout autour de la Terre. Nous savons que ce champ magnétique se dégrade. Tous les 1400 ans, sa force est réduite de moitié. Aussi, lorsque nous remontons de 1400 ans dans l'histoire, le champ magnétique était 2 fois plus fort qu'aujourd'hui. Il y a 1400 ans avant cela encore, le champ magnétique était 4 fois plus fort qu'aujourd'hui, etc., etc. Le professeur Thomas Barnes, physicien de l'université de El Paso, conclut. Si nous remontions 10 000 ans en arrière, le champ magnétique de la Terre aurait été aussi fort que le champ magnétique d'une étoile magnétique. Bien sûr, une étoile magnétique est comme notre Soleil. Elle a à sa source une puissance nucléaire. En fait, notre Terre n'a jamais eu une source nucléaire comme le Soleil, et notre Terre n'a jamais eu de champ magnétique, certainement pas plus fort qu'une étoile. Ceci limiterait donc l'âge de la Terre à 10 000 ans. D'autres facteurs physiques indiqueraient d'autres possibilités d'âge, mais la science pourrait tout à fait déclarer les plus grandes preuves de physique à l'appui, le genre de physique avec laquelle nous construisons des instruments, des radars, des systèmes de communication. Ce même type de physique nous dirait que le champ magnétique de la Terre ne peut pas avoir plus que, dirons-nous, 6 à 15 000 ans. Nous avons examiné différentes méthodes de datation. Certaines de nos méthodes de datation ont indiqué un âge très avancé de la Terre, et d'autres méthodes ont indiqué un âge très jeune. Mais les deux types de méthodes de datation rencontrent la même difficulté, et aucune d'elles n'est concluante. Il y a quelques années, une nouvelle méthode de datation a été mise au point, basée sur la radioactivité, et appelée la méthode du halo de Robert Gentry. Et cette méthode aussi, contrairement aux autres méthodes, indique que la Terre est assez jeune. Aussi avons-nous une preuve scientifique qui soutient le point de vue biblique, affirmant que la Terre est très jeune. En fait, si cela est confirmé, nous ne voulons pas être intolérants là-dessus, si cela est confirmé, les longues périodes de temps qui sont absolument nécessaires pour l'évolution n'existent tout simplement pas. Et si elles n'existent pas, alors bien sûr, tout le concept d'évolution est remis en cause. L'évolution, ne pouvant admettre un homme créé en une courte période, imagine donc des temps très anciens. Or, la Bible enseigne au contraire
que la Terre est jeune. Puisqu'elle est jeune, il nous faut absolument reconnaître qu'il y a eu création de la part d'un Dieu éternel qui a fait ce qu'il fallait pour tout créer comme nous le voyons aujourd'hui. Le professeur Boudreau, qui enseigne la chimie inorganique et physique dans une université de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, a approfondi ce sujet et devrait pouvoir nous éclairer. Professeur Boudreau, un peu plus haut dans ce film, nous avons appris que les strates et les fossiles des roches sédimentaires ne donnent aucune indication sur l'âge de ces roches. Y aurait-il d'autres méthodes, telles que la datation au carbone 14, qui pourraient déterminer l'âge des fossiles et des roches? Il faut d'abord être clair au sujet du carbone 14, qui est une forme radioactive instable de l'élément carbone qui se trouve dans toute matière vivante. Un organisme vivant absorbe et rejette pendant sa vie du carbone, dont une petite partie est du carbone 14. À un moment donné, à la mort de cet organisme, le carbone 14 présent reste ce qu'il est à l'heure de la mort. C'est cette quantité qu'on peut détecter radioactivement. Un morceau de bois, par exemple, ou un os, contient une petite quantité de carbone 14. Depuis la mort de l'arbre et de l'animal qui contenait le bois ou l'os, la quantité de carbone 14 a diminué. Il faut des milliers d'années pour que cette désintégration ait lieu. Dans le cas du carbone 14, il faut 5760 ans pour que la moitié de la quantité présente à la mort de l'être vivant se désintègre en son isotope stable. En mesurant donc la quantité qui s'est désintégrée, on obtient une indication sur l'époque à laquelle cet organisme vivait. Comme les roches n'ont jamais été en vie, elles ne contiennent donc pas de carbone 14. Même les fossiles qu'on y trouve ne peuvent être datés par cette méthode, car leur matière vivante originelle est devenue pierre. Cela signifie-t-il qu'on ne peut pas dater les fossiles au moyen de radioisotopes? On ne peut sûrement pas se fier avec certitude au carbone 14. Comme vous le savez, on trouve presque tous les fossiles dans les roches sédimentaires. Ce type de roche contient rarement des éléments radioactifs. Aussi faut-il dater les fossiles par les strates dans lesquelles on les trouve. Or, nous savons à présent que des expériences très récentes montrent que les strates des roches ne donnent aucune indication sur l'âge. D'autres types de roches, telles que les cristallines, qui ne contiennent pas de fossiles, et la lave, renferment parfois des éléments radioactifs. On utilise ces isotopes pour les dater. Pourriez-vous expliquer simplement comment on date une roche avec un isotope radioactif? Oui, prenons un élément radioactif tel que l'uranium. Cet élément se désintègre très lentement en élément non radioactif, le plomb. On peut mesurer en laboratoire le taux de désintégration. En comparant donc ce qui reste d'uranium dans la roche avec la quantité de plomb formée par désintégration et en connaissant le taux de désintégration, on peut calculer le temps nécessaire à la formation du plomb. Si donc la moitié de l'uranium s'est désintégrée en plomb, en connaissant le temps nécessaire à l'uranium pour se transformer en plomb, on peut déterminer l'âge de la roche. C'est du moins la théorie. Pourquoi dites-vous théorie? Si c'est un procédé qu'on peut observer et mesurer, c'est donc un fait scientifique. Pas du tout. Regardez un peu ce diagramme. Vous voyez un certain nombre de particules d'uranium colorées en orange et quelques particules de plomb colorées en bleu. Ici, nous devons envisager trois hypothèses principales. La première, que toutes les particules de plomb étaient à l'origine des particules d'uranium. Mais il n'y a aucune raison de croire qu'il n'y avait pas déjà quelques particules de plomb dans la roche à sa formation. Car il existe dans les roches beaucoup de plomb naturel qui ne provient pas de l'uranium. Vraiment? Oui, prenons le cas extrême inverse. Si à l'origine cette roche contenait de l'uranium radioactif et pas de plomb, alors le plomb qui apparaîtrait par désintégration de l'uranium permettrait une mesure assez exacte de l'âge de la roche. Mais il faut admettre un cas plus vraisemblable, c'est qu'il y avait un peu de plomb lors de la formation de la roche, aussi son âge est-il moindre que celui qu'on mesure.
Il y a aussi le problème des fuites dues à la solubilité. Cela peut-il arriver? Bien sûr. Les sels d'uranium et d'autres éléments radioactifs sont parfaitement capables de se dissoudre dans l'eau et quittent donc l'échantillon. Si donc une roche a été immergée quelque temps, par exemple en période d'inondation, une partie de l'uranium peut avoir été entraînée. L'âge attribué à cette roche par les mesures serait donc plus grand qu'en réalité. Mais il existe sûrement d'autres éléments radioactifs plus fiables que l'uranium. Eh bien, il y a aussi d'autres éléments radioactifs tels que le thorium, le strontium et le rubidium, ainsi que le potassium. Mais on ne peut s'y fier davantage qu'à l'uranium. Les sels de ces éléments sont encore plus solubles que ceux de l'uranium. Une inondation affectant toute la Terre aurait donc pu fausser toutes ces méthodes? Absolument. Tenez, je vais vous donner un exemple de l'effet de l'eau sur la datation radioactive. Il y a moins de 200 ans a eu lieu l'éruption du volcan Kilauea à Hawaï. Un morceau de lave de cette éruption, qui avait séjourné dans l'eau, a été daté récemment par la méthode du potassium-argon. On aurait dû obtenir une datation d'environ 200 ans. Or, on trouva 22 millions d'années. À coup sûr, des sels de potassium, qui sont hautement solubles dans l'eau, se sont échappés de l'échantillon, lui donnant un aspect très âgé. On attribua à d'autres fragments de lave provenant du volcan Hualalai et formés en 1801, des âges variant entre 160 et 3000 millions d'années. La situation va donc de mal en pis. Il y a encore un autre présupposé dans la datation radiométrique. C'est que le taux de désintégration serait resté constant et n'aurait jamais varié dans le passé. Pourtant, beaucoup de facteurs ont dû l'influencer. Ainsi, la production de neutrinos par le rayonnement cosmique a pu être augmentée à la suite d'un renversement du champ magnétique terrestre ou de l'explosion d'une supernova. La science a déclaré que ces événements ont eu lieu dans le passé. Ils ont pu avoir un effet certain sur le taux de désintégration radioactive. Si l'on ne peut se fier à la datation radiométrique, de quels autres moyens dispose-t-on? De nombreux processus naturels indiquent pour la Terre un âge relativement jeune. Si par exemple la diminution du champ magnétique terrestre avec le temps s'avère un fait clairement établi, cela tendrait à prouver que la Terre est jeune plutôt que vieille.